Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir l'émission sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, KG No. KJ est analyste politique, enseignant et journaliste, spécialisé dans la géopolitique et l'économie politique de l'Asie. Son dernier livre s'intitule Killing Democracy. KJ, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. KJ, welcome back to India and Global Left. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Je voulais discuter avec vous du dernier conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Pourriez-vous commencer par votre évaluation de l'importance de ce conflit? Eh bien oui, je veux dire c'est énorme. Je pense que les gens qui disent que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale n'exagèrent pas. C'est une conflagration qui pourrait embraser toute la région et elle aura des répercussions sur l'économie mondiale, à moins qu'elle ne s'apaise très très rapidement, ce qui reste à voir. Le discours que nous entendons de Washington laisse entendre qu'ils vont redoubler d'efforts sur un pari perdant. Donc je pense qu'il est trop tôt pour le dire, mais c'est important, très critique, et les conséquences involontaires pourraient être extraordinaires. Comme vous l'avez dit, il est trop tôt pour le dire. Mais si l'Iran prend l'avantage, et ce n'est pas improbable, de nombreux analystes affirment que plus la guerre se prolonge, plus il sera coûteux pour le système de défense américain, en particulier les systèmes d'interception, de suivre le rythme des missiles iraniens. Donc, si l'Iran prend effectivement l'avantage, cela pourrait-il marquer un moment significatif, annonçant le début de la fin de l'Empire américain dans la région? Je pense que c'est tout à fait possible. Il y a de nombreuses raisons à cela. Mais la première chose que je veux souligner, c'est que, vous savez, on peut discuter de qui va gagner et de qui va perdre. Tout dépend de la définition. En réalité, si l'Iran n'est pas détruit, il aura gagné. Tandis que si les États-Unis n'atteignent pas leurs objectifs, ils seront perçus comme ayant perdu. C'est comme, par exemple, pendant l'offensive du Tet. Les États-Unis ont eu une victoire militaire sur le plan technique, mais à ce moment-là, la guerre était en fait terminée. Ils ont perdu la guerre, même s'ils avaient remporté une victoire technique. Même chose avec Suez, l'attaque britannique sur le canal de Suez. Dans les années 50, tu sais, c'était aussi techniquement une victoire militaire, mais une catastrophe économique. Donc je pense que ça pourrait annoncer la fin de l'Empire. Il y a deux choses qui me semblent importantes à noter. La première, c'est qu'on peut voir que les États-Unis commettent beaucoup d'erreurs. La première erreur visible, c'est qu'ils n'ont pas mené leur guerre de l'information de manière coordonnée. J'ai déjà dit que la guerre est un processus en 3 étapes qui implique la guerre de l'information, la mise en scène et la provocation, puis la guerre cinétique. Et on peut voir qu'à chaque étape, il y avait un manque de cohérence. La guerre de l'information n'était pas cohérente. Elle changeait, le message variait d'une semaine à l'autre. La mise en scène était impressionnante, mais il faut noter qu'il n'y avait pas de troupes au sol en place. Il n'y a pas eu de déploiement massif. Et vous savez que lorsqu'on s'engage dans une guerre prolongée, si l'on veut poursuivre un changement de régime, il faut à un moment donné une présence au sol, soit par des intermédiaires, soit avec ses propres troupes. Nous n'avons rien vu de tout cela. En fait, les troupes ont été retirées, ce qui montre que la mise en scène était incomplète et défaillante. Ensuite, la provocation a été timide. Elle n'a pas vraiment fonctionné. Il n'était pas clair si Israël allait frapper le premier et déclencher une contre-attaque, puis si les États-Unis interviendraient. Finalement, ils sont tous intervenus ensemble.
La révolution de couleur semble s'être essoufflée. Cela n'a pas fonctionné. Les excuses n'ont pas fonctionné. On voit donc toutes sortes d'erreurs se produire. Et en même temps, on constate que l'Iran a réagi avec une force écrasante, comme il l'avait affirmé. Ajoutez à cela la perfidie consistant à faire semblant de négocier tout en préparant une seconde attaque surprise, comme en juin, lorsque la guerre de 12 jours et l'opération Marteau de minuit ont éclaté. Là encore, cela n'a pas fonctionné. On peut donc observer de nombreuses erreurs, de nombreux faux pas. Et après avoir commis toutes ces erreurs, les États-Unis semblent vouloir redoubler d'efforts, mais ils n'en ont en réalité pas la capacité, autant qu'on puisse en juger. Comme vous l'avez souligné, la profondeur du stock de missiles est un vrai problème. L'arithmétique, pas les mathématiques, l'arithmétique, nous montre que les États-Unis ne peuvent pas soutenir cela, car l'Iran dispose d'un avantage allant de 10 contre 1 à 100 contre 1, tant en matière de munitions que plus important encore sur le plan financier. L'autre dimension, bien sûr, est que la guerre relève de la puissance militaire, de la logistique, mais c'est aussi une question de détermination. Et la détermination compte lorsqu'il s'agit d'une guerre défensive. L'Iran a montré qu'il possédait une détermination d'acier et s'est endurci. Les États-Unis ont en réalité renforcé cette détermination en décapitant sa direction. Encore une fois, dans la tradition chiite, le martyre est fondamental à la tradition du chiisme. Ainsi, en décapitant le dirigeant qui était déjà très âgé et handicapé, ils n'ont pas seulement galvanisé et rassemblé tout le peuple iranien autour de son gouvernement, mais ils ont aussi déclenché une conflagration dans l'ensemble du monde chiite. C'est pourquoi nous voyons des attaques contre l'ambassade des États-Unis au Pakistan et ailleurs. Et cette conflagration, une fois encore, pourrait avoir des conséquences imprévues. Le dernier point que je voudrais souligner, et je pense qu'il est important d'y réfléchir, c'est que la guerre n'est pas simplement une épreuve de puissance militaire, de logistique, de technologie ou même de détermination. C'est aussi une épreuve de courbe d'apprentissage. Le camp qui apprend le plus vite et s'adapte le plus rapidement est celui qui l'emportera. On peut voir que la courbe d'apprentissage des États-Unis est plate, car ils essaient de faire la même chose que pendant la guerre de 12 jours, et cela ne prend pas. Pendant ce temps, les Iraniens s'adaptent, changent, se développent, intensifient leurs actions de manière horizontale. Ils montent les échelons de l'escalade en termes d'armement. Ils frappent des cibles avec une précision remarquable. Ils ont mis hors service une base radar, ce qui est extraordinaire. Il y a des soupçons selon lesquels les 3 F-15 abattus auraient pu être affectés par un brouillage électronique, et je pense que c'est tout à fait possible. Vous savez, un F-15 abattu, incident de tir ami, plausible. 2, peu probable. 3, et je pense qu'il faut envisager une action ennemie. C'est probablement ce qui s'est passé dans cette situation. Donc, la guerre ne se déroule pas bien pour les États-Unis. Cela ne veut pas dire que le peuple iranien ne souffre pas ou ne souffrira pas davantage. Mais en fin de compte, si tout se résume à une question de courbe d'apprentissage et de détermination, je pense que l'Iran a clairement l'avantage. Le dernier point que je voudrais aborder, et je sais que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est que cela aura des répercussions sur les États du Golfe. Le principal message que cela envoie, c'est qu'être sous le parapluie sécuritaire américain n'est en réalité pas à votre avantage. Cela fait de vous une cible. Ces États du Golfe, qui en quelque sorte ont été des vassaux impériaux depuis 1917, commencent à se rendre compte qu'ils n'ont peut-être pas conclu le bon marché. Nous verrons donc ce qui se passera, mais je pense que les répercussions actuelles sont extraordinaires. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir. Iran has been very careful in
l'Iran a été très prudent de ne pas attaquer directement les États du Golfe, bien qu'il y ait eu quelques exceptions. Même dans ces cas, les responsables iraniens affirment que les hôtels attaqués dans certaines régions du Koweït et des Émirats ont été visés parce que le personnel américain s'était replié de ses bases vers ces lieux. Dans l'ensemble, l'Iran continue d'insister sur le fait qu'il n'attaque pas les États du Golfe, indiquant ainsi qu'il ne souhaite pas déclencher une conflagration régionale. Cependant, les États du Golfe n'ont cessé de condamner l'Iran. Je me demande si les États-Unis se retiraient, s'ils devaient battre en retraite de la région. Quelle voie possible les États du Golfe pourraient-ils emprunter? Réaliseraient-ils qu'être un vassal a eu un coût considérable et chercheraient-ils à se réorienter ou s'accrocheraient-ils à leur statut de vassal jusqu'à la toute fin? Vous savez, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a de nombreux facteurs, de nombreuses dimensions, de nombreuses dynamiques en jeu. Mais ce qu'il faut comprendre à propos de la plupart des États du Golfe, c'est qu'ils sont des États impériaux vassaux de l'Occident. Ce sont des avant-postes américains, des bases américaines, et qu'ils manquent fondamentalement de légitimité. En fait, je dirais que beaucoup d'entre eux n'atteignent même pas le statut d'État au regard du droit international. Rappelez-vous, si l'on pense aux critères d'un État, il doit avoir un territoire défini, un gouvernement, la capacité d'entretenir des relations indépendantes avec d'autres États, ce qui est discutable, et surtout, il doit avoir une population permanente, n'est-ce pas? Alors, quelle est la population du Qatar, par exemple? Il compte environ 340 000 citoyens, n'est-ce pas? Le reste, environ 90% de la population, est constitué de travailleurs migrants. C'est la même chose pour la plupart des États du Golfe. Entre 60% et 90% de leur population sont essentiellement des expatriés et des travailleurs migrants. En somme, ce sont des monarchies gonflées d'importance qui ont conclu un pacte avec le diable impérial et utilisent ce parapluie sécuritaire pour dominer un grand nombre de personnes qui sont en réalité des esclaves sous contrat. Au XXIe siècle, ce n'est pas une situation viable. Par exemple, dans le cas de Bahreïn, la majorité de la population est chiite et le pays est dirigé par une minorité monarchique sunnite. Ce sont donc toutes des situations intenables. Et si les États du Golfe réfléchissaient clairement, alors peut-être devraient-ils se rendre compte qu'ils doivent changer de direction. Peut-être qu'ils doivent s'aligner sur le Sud global. Peut-être qu'ils doivent cesser d'être des États vassaux de l'Occident impérial. Peut-être qu'ils doivent arrêter d'opprimer leur population. Et peut-être que c'est là la raison et l'occasion d'un changement. Ils peuvent tous aller vivre, vous savez, à Miami s'ils le souhaitent. Mais je pense qu'il se produit des changements profonds, tectoniques dans la région, qui affecteront non seulement l'Iran et Israël, mais aussi tous les États du Golfe. Je pense qu'il se produit des transformations majeures, et je pense que les États-Unis ne se rendent pas compte qu'ils ont ouvert ici une boîte de Pandore. Je voudrais vous interroger un peu sur la situation intérieure aux États-Unis, étant donné que certains sondages ont montré que la guerre est impopulaire parmi les Américains, ce qui n'a pas toujours été le cas. Nous avons vu pendant la guerre en Irak que la plupart des Américains se sont ralliés derrière le drapeau, comme on disait. Compte tenu de cette impopularité, et nous avons parlé la dernière fois de la responsabilité des Américains de mettre fin aux guerres, de mettre fin aux empires. Que pensez-vous que les habitants des États-Unis devraient faire pour minimiser les dégâts en Iran et dans la région? Eh bien, je pense qu'ils devraient exercer toute la pression possible sur leur gouvernement pour qu'ils fassent marche arrière et mettent fin à cette guerre absurde. Vous savez, l'Iran n'a jamais menacé les États-Unis. Dans la mesure où il y a eu des victimes,
c'est parce que les États-Unis menaient la guerre contre lui, ou dans son voisinage, ou utilisaient des intermédiaires contre lui. Et je pense que la grande majorité des Américains le comprennent. Encore une fois, j'ai dit que le processus en 3 étapes de fabrication du consentement et de guerre de l'information avait été très mal mené. Et, vous savez, on peut interpréter cela de différentes manières. Certaines personnes ont dit « Est-ce que je n'ai même pas droit au respect d'être trompé ?» Mais je pense que c'est peut-être une vision trop cynique. Ce qui est clair, c'est que la grande majorité des Américains, quelque part entre 70 et 80%, sont fermement opposés à cette guerre. Et cela ne pourra qu'empirer lorsque les corps commenceront à revenir. Nous avons entendu dire qu'il y avait eu 6 victimes américaines jusqu'à présent. Je pense que le chiffre est bien plus élevé et qu'il continuera d'augmenter. L'Iran affirme qu'il y en a plus de 600. Les États-Unis contestent ce chiffre. Exactement. Alors, ce pourrait être quelque part entre les deux. Qui sait? Cela pourrait se situer quelque part au milieu, mais compte tenu du niveau de force exercé par l'Iran, avec une efficacité remarquable, à ce que je peux en juger, je veux dire, 27 bases américaines ont été frappées, y compris le principal port américain de la 5e flotte. Ce sont des frappes incroyables. Donc je ne pense pas qu'il soit crédible que seulement 6 soldats américains aient été tués jusqu'à présent. Mais nous verrons bien. Tout cela finira par s'éclaircir. L'essentiel, c'est qu'à mesure que le nombre de victimes augmente et qu'il devient de plus en plus évident que les États-Unis ne sont pas en train de gagner, le sentiment anti-guerre s'intensifiera encore davantage. En général, le sentiment pro-guerre commence très haut, autour de 80 à 90%. Pro-war sentiment starts very, very high, 80 to 90%, and then the US almost always loses its wars. Et puis, les États-Unis perdent presque toujours leur guerre. Lorsqu'ils commencent à perdre, l'opinion publique américaine se retourne contre eux, car le public a tendance à être changeant. Il n'aime pas soutenir l'équipe perdante. Mais ce que nous voyons dans cette situation, c'est qu'il y a déjà environ 80% d'opposition à la guerre. Et à mesure qu'il devient de plus en plus évident que les États-Unis n'atteignent pas leurs objectifs, qu'ils subissent davantage de pertes, qu'ils n'ont pas de plan pour gagner, je pense que cette opposition augmentera encore. Cela est renforcé par le fait que nous avons la faction MAGA, dont une très grande partie a voté pour Donald Trump sur la promesse explicite qu'il mettrait fin aux guerres à l'étranger. Je veux dire, c'est un peu ça, le fond du problème, tu vois. Ce que les gens ressentent, c'est que notre pays part à volo, et nous savons qu'une grande partie de cela est liée aux guerres sans fin que vous menez. Nous avons voté pour Donald Trump et son administration sur la promesse qu'il mettrait fin à ces guerres interminables. Un vote pour Trump, c'est un vote pour mettre fin aux guerres. Et maintenant, nous voilà engagés dans une guerre qui semble bouleverser tout le Moyen-Orient, sans plan de sortie ni fin en vue. Je pense que cette colère contre Trump finira par le rattraper, très certainement lors des élections. Je veux dire, il y a une question en ce moment. Vous savez, Trump voulait-il une guerre courte qu'il pourrait exhiber et présenter comme un succès? Si elle s'éternise, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que les élections seront retardées ou contournées? Tous ces éléments sont des facteurs inconnus, mais nous sommes vraiment en territoire inexploré en ce moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une opposition massive, une fureur immense contre cette administration, ainsi que contre la classe des commentateurs, qui est pratiquement en train de s'arracher les cheveux parce qu'elle ne sait plus si nous avançons ou reculons. Je voulais revenir sur ton point intéressant à propos du mauvais message, cette fois en particulier. Je suis curieux de connaître ton avis sur les raisons pour lesquelles la communication a été si mauvaise cette fois-ci.
Je veux dire, auparavant, le New York Times et le Washington Post se rangeaient du côté des États-Unis, de la manière la plus subtile possible. Je pense aux guerres en Irak et en Afghanistan. Cette fois, oui, ils ont encore justifié le fait d'appeler l'Iran un régime et de parler de son caractère horrifique, et ainsi de suite. Et le New York Times, en fait, a écrit un éditorial affirmant qu'une guerre contre l'Iran pourrait être justifiée, mais pas de cette manière. Néanmoins, ils ne s'en souciaient pas autant. Pendant que les négociations se poursuivaient, les cycles de Genève, puis celui de Vienne qui devait suivre, ils ont simplement abandonné la question nucléaire, qui avait longtemps servi de façade. Le véritable enjeu a toujours été le changement de régime, entre guillemets, mais ils y ont renoncé. Et dans le discours de guerre de Trump, il n'a pas du tout mentionné la question nucléaire, ce qui semblait plutôt mis en scène. Il a dit « Nous faisons cela pour un changement de régime ». Je me demande donc, était-ce la propre hubris de Trump? On parle aussi des désaccords entre les plus hauts gradés, notamment le général Dan Kine, qui aurait déclaré que ce n'était pas une affaire dans laquelle il fallait s'engager, et ainsi de suite. Pourquoi, selon vous, la communication a-t-elle été aussi mauvaise cette fois-ci? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Donc vous savez, les accusations de violation des droits de l'homme, les meurtres, les massacres, etc., c'est le menu de propagande du soi-disant régime du génocide et des droits de l'homme que vous utilisez. Et puis, l'autre aspect, c'est que vous voulez faire peur aux gens. Vous voulez leur faire sentir qu'il existe une menace du niveau des armes de destruction massive. Si on l'analyse en termes classiques, vous cherchez à faire appel à la peur et à la pitié des gens. C'est une formule qui remonte à Aristote, la terreur, la peur et la pitié, l'empathie pour les personnes opprimées et la crainte pour sa propre existence. Ce message n'a pas été transmis correctement, et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'elles, c'est, vous savez, les ADM, l'Iran va devenir nucléaire. Ce prétexte, tout d'abord, nous savons tous qu'il est complètement fragile, parce que, vous savez, le guide suprême Ali Khamenei avait en réalité émis non pas une, mais 2 fatwas contre le développement d'armes nucléaires. Mais pendant l'opération Midnight Hammer, Trump s'était vanté d'avoir détruit le programme nucléaire iranien, et il en était très très fier. C'était ce qu'il voulait afficher partout sur les panneaux et pour lequel il voulait se féliciter. Et donc, après avoir fait cela, on se retrouve dans une contradiction très difficile. Dire « je l'ai détruit », mais nous devons attaquer l'Iran parce qu'il possède des armes nucléaires. On ne peut pas avoir les deux à la fois. On peut essayer de s'en sortir par des détours, mais cela ne fonctionne vraiment pas. Soit vous avez détruit les armes, soit vous ne l'avez pas fait. Et dans les deux cas, vous vous rendez ridicule. Ce message était donc confus et brouillé. Et si votre message n'est pas clair, il ne s'imposera pas. If your message is not clear, it's not going to stick. And then the second one was around human rights. Et puis, le deuxième point concernait les droits humains. Maintenant, ce genre d'argument du type « nous devons renverser le régime parce que c'est un violeur en série des droits humains et qu'il provoque des massacres », tout ce discours était également très très confus. Et il est vraiment difficile de faire passer ce message dans un contexte où les États-Unis ont soutenu le génocide en cours en Palestine depuis des années. Cela sonne donc creux et vide, car dès qu'on en parle, la réponse immédiate, c'est la Palestine. Et les États-Unis ont d'ailleurs déjà déclaré dans certaines circonstances, écoutez, c'est simplement une question de pouvoir. Nous devons juste garder le contrôle. Et ça, c'est honnête, c'est la vision ou l'idéologie réaliste. Ils laissent filtrer cela de temps en temps. Mais je pense qu'une troisième dimension où la communication a été particulièrement défaillante, c'est que d'ordinaire, lorsqu'on mène ce genre de campagne de guerre de l'information, on cherche à rallier tous les grands médias à sa cause.
Or, Trump menait une guerre contre les médias traditionnels parce que, selon lui, ce sont des machines de propagande malhonnêtes, mais ils étaient aussi opposés à lui. Il les attaquait donc également. Habituellement, l'immense appareil d'endoctrinement et de propagande est mobilisé, mais il a été considérablement affaibli par le mépris même de l'administration Trump pour les médias libéraux internationalistes, qui sont d'ordinaire très efficaces pour amplifier la victimisation et l'exagération des menaces. Tout cela a donc abouti à un désordre confus, et ils ont fini par se rabattre sur ce qu'on pourrait appeler la doctrine du canon, qui se résume en fin de compte à de purs concepts de pouvoir brut. Il s'agit de contrôler le pétrole, de contrôler les points d'étranglement. Nous sommes les plus grands, nous sommes les plus puissants. Nous allons rendre les États-Unis à nouveau grands en appliquant une doctrine Monroe, non seulement dans l'hémisphère occidental, mais dans le monde entier. En somme, c'est à cela que tout se résume. C'est ce genre d'affirmation d'une volonté de puissance totale et absolue, cette doctrine Wolfowitz, une doctrine Wolfowitz mondiale. Je pense que c'est à peu près ce sur quoi ils se sont, vous savez, mis d'accord. C'est la compréhension qu'ils ont entre eux. Il leur est difficile de jouer la carte des soi-disant droits de l'homme, parce qu'en réalité, ils n'y croient pas. Et à ce stade, cela a été trop discrédité avec le génocide des Palestiniens. Je voulais conclure en vous posant une dernière question sur le Sud global en particulier, car la dernière fois, nous avons eu une discussion très intéressante sur le rôle du Sud global dans cette phase impériale tardive, si l'on peut dire, et sur la manière dont le Sud global est divisé, etc. J'ai beaucoup aimé une expression que vous avez utilisée. Vous avez dit « se connecter pour vivre ». Ma question est donc la suivante. Comment les États-nations du Sud global, dont les options ne sont pas nécessairement très nombreuses, peuvent-ils se connecter efficacement à l'Iran à un moment où celui-ci traverse de telles difficultés? Nous connaissons les sanctions, leur brutalité, la façon dont elles ont été instrumentalisées et mobilisées pour couper l'Iran de toute voie de développement alternative. Pensons au soutien que le pétrole iranien aurait pu apporter à une monnaie des BRICS s'il avait pu être exporté beaucoup plus librement qu'il ne l'est actuellement. Ma question est donc, que peuvent faire les pays du Sud global dans cette période si difficile? Eh bien, je pense qu'ils continueront à renforcer leurs liens entre eux, et ces liens seront facilités à la fois par la Chine et la Russie. La Chine dispose en fait de routes terrestres jusqu'à l'Iran, en passant par le Kazakhstan et l'Asie centrale. Donc il ne s'agira pas d'un embargo total. Et bien sûr, oui, nous devons comprendre que ce à quoi nous faisons face dans une perspective globale est une crise du capitalisme. Le capitalisme, comme nous le savons, a recours à la guerre lorsqu'il atteint ses contradictions terminales. Et il sait aussi que les empires occidentaux sont condamnés. En ce moment, c'est une occasion de véritable décolonisation qui n'a jamais eu lieu pleinement. Nous devons comprendre que le monde moderne dans lequel nous vivons n'a jamais été réellement décolonisé. Il ne l'a été que partiellement. Essentiellement, les anciennes puissances coloniales ont transmis leur contrôle colonial à des puissances coloniales successeurs qui ont instauré un régime de contrôle néocolonial, principalement par des moyens financiers, mais aussi par le contrôle des océans, des points d'étranglement et par une élite comprador. Tous ces éléments ont été intégrés dans le nouveau système. Mais aujourd'hui, nous avons une occasion réelle d'abandonner la diabolisation. Et cela passe par le fait que le Sud global construise des relations, des liens et une solidarité entre ses membres, par le commerce, par les connexions, en développant la souveraineté numérique, la souveraineté financière et la souveraineté énergétique. Et cette souveraineté énergétique, bien sûr, est bien le sang vital du capitalisme,
ce sont les combustibles fossiles et le pétrole. The lifeblood of capitalism is fossil fuels and oil, but I believe that the energy that will Mais je crois que l'énergie qui alimentera un monde socialiste potentiel sera celle des énergies renouvelables. Ainsi, lorsque nous romprons cette relation avec les combustibles fossiles, le pétrole, les points d'étranglement et les monopoles des États occidentaux et de leurs vassaux, cela modifiera les dynamiques. Mais en attendant, c'est un processus long et lent. Il faudra des générations de lutte. Il n'y a pas de solution facile ici. Et les gens qui pensent que la Russie ou la Chine devraient arrêter les États-Unis, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Si c'est le cas, vous pouvez aller vous porter volontaire. Je n'ai aucune objection à cela. Mais ce sera un processus long, lent et générationnel qui impliquera de transformer toute la structure de la finance et de l'économie, de l'aimanteler capitalisme et de construire des relations mutuelles de bénéfices et de sécurité en tous les pays du Sud global. Bien dit. Je pense que la performance de l'Iran, au fil des jours, sera également très déterminante pour le capitalisme mondial. Parce que si l'Iran réussit et survit, je veux dire, il survivra certainement. Mais s'il réussit bien, ce sera une condamnation accablante du capitalisme mondial. L'une des menaces adressées en particulier aux pays du Sud global est que si vous vous détachez de l'économie mondiale, les flux financiers se retireront, ce qui entraînera toutes sortes de problèmes. Inflation, effondrement des devises, manque de capitaux et ainsi de suite. Mais l'Iran a réussi à construire une alternative, tout en étant contraint de se découpler de l'économie mondiale. Et s'ils ont pu bâtir une économie politique résiliente dans des circonstances très difficiles, je ne cherche pas à idéaliser l'économie politique sous sanction. Ce que j'essaie de montrer, c'est comment l'Iran a réussi à mettre en place une économie politique centrée sur le peuple, capable de résister en partie aux ravages des sanctions et du découplage. Et cela peut servir de modèle aux autres pays du Sud global pour contrer le capitalisme mondial. Votre mot de conclusion. Absolument. Je veux dire, l'Iran est un État civilisationnel ancien, puissant et sage. Il existe et perdure depuis des milliers d'années. Il ne sera pas renversé par la puissance aérienne américaine en quelques semaines. Il résistera, il se maintiendra. Et il est également fondamental de noter que c'est l'un des piliers clés du monde multipolaire émergent. La Russie, la Chine, l'Iran. Je ne pense pas qu'il échouera. Je ne pense pas que la Russie et la Chine le laisseront échouer. Ils le soutiendront par tous les moyens possibles. Pas par une action militaire directe, mais certainement par le renseignement, le commerce et d'autres formes de soutien économique et politique. Et je pense qu'en fin de compte, la résistance de l'Iran et ce qu'elle représente pour l'axe de la résistance en général sera une force puissante qui délégitimera l'Empire. Je pense que nous sommes sur un terrain mouvant. Il se produit des bouleversements tectoniques puissants. Mais l'essentiel pour les habitants du Nord global, c'est de sortir, de descendre dans la rue, de passer des appels, de parler à toutes les personnes qu'ils connaissent et de s'assurer que les États-Unis n'aggravent pas davantage la situation, car rien de bon ne peut en sortir. Les États-Unis ne peuvent que se délégitimer, détruire leur économie et nuire à celle de vastes pans de la population. Je pense qu'il incombe à chacun dans le Nord global de faire pression sur son gouvernement. S'il existe la moindre prétention à une gouvernance réactive ou démocratique, afin d'empêcher toute nouvelle escalade vers la guerre. Nous allons nous arrêter là. Keiji, comme toujours, cette conversation a été très utile. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis reconnaissant. Merci, toujours un plaisir. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme.
Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.